Bonsoir à tous, au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue pour cette troisième rencontre de l'année, des rencontres des savoir-faire, avec un nouveau thème cette année autour du laboratoire des pratiques durables. Ce nom que vous avez peut-être découvert est un nouveau nom autour de la future direction de la recherche et l'innovation qui va être créée à partir du 1er janvier avec le rapprochement entre le MOI national et Sèvres. Et ce laboratoire des pratiques durables, en amont de phase, comme on dit, a reçu le soutien de la Fondation Bettencourt-Schuller pour interroger deux points techniques, deux points très importants. D'un côté, les nouveaux matériaux, porter la connaissance et l'innovation autour des nouveaux matériaux, et aussi autour de la couleur de Sèvres, ou de la porcelaine, ou couleur textile. Donc on commence cette année un cycle autour de l'introspection, en tout cas la recherche et l'interrogation autour des nouveaux matériaux ou de nouveaux procédés qui apparaissent autour des savoir-faire et des métiers d'art. Donc aujourd'hui, j'ai réfléchi à comment éditorialiser la séance, et aujourd'hui c'est la mer. Aujourd'hui, on a le produit de la mer, ou en partie en tout cas, et il fallait trouver des interrogations des artisans, des entrepreneurs qui travaillent sur cette question soit des déchets, soit des productions issues de la mer et qui deviennent des objets façonnés, ennoblis par les métiers d'art. Donc ce soir, 3 acteurs avec 2 thématiques. Les premiers acteurs, un couple professionnel évidemment. Donc en premier, Thomas Ebéhart, qui a, je crois, la passion de la tannerie et la passion du poisson. Il va revenir très, très prochainement, tout de suite, sur ce sujet-là. Il a travaillé longuement avec des tanneries du groupe Chanel et des tanneries indépendantes. Et toute la question qu'il se pose, et il va nous la transmettre, et dont c'est sa passion, transmettre sur comment valoriser des peaux de poisson dans une maroquinerie, notamment. Et justement, le deuxième acteur, David Rosenblum, qui lui, alors dans le cuir depuis très très nombreuses années, puisque c'est une histoire familiale, il est spécialiste de la gannerie et de la dorure qu'il a appris dans l'atelier familial de Bettenfeld-Rosenblum, et a créé en 2010 un atelier. Et cette installation lui a permis d'obtenir le titre de maître d'art et aussi de recevoir le label du patrimoine vivant. Et il nous l'évoquera peut-être, un changement dans sa vie actuellement, puisqu'une réinstallation. Il a quitté Paris et s'est installé en Bourgogne. Mais, vous y reviendrez peut-être tout à l'heure. Voilà, je vous laisse le numéro de duettiste. Je ne sais pas qui commence, qui finit, mais je vous laisse la parole pour nous présenter ces recherches et ces matériaux. Bonjour à tous, donc enchanté, je m'appelle Thomas, David, mon binôme. Bonsoir à tous. Il se trouve qu'effectivement on parle de binôme puisque je crois que nos métiers sont intrinsèquement liés. Moi à la base je suis tanneur de cuir et je suis fournisseur de matières premières, mais cette matière n'est rien si à un moment donné on n'en fait pas un objet. D'où le travail de David. Et pour l'anecdote, on s'est rencontrés il y a petite décennie maintenant, et on s'est rencontrés sur un sujet un peu et une passion tous les deux sur le parchemin. Alors c'est pas du cuir, mais c'est sur du parchemin, et c'est un travail de la matière totalement différent. Et nous avons passé ce jour-là plus de 3 heures à évoquer cette passion commune sur cette matière et surtout ce que l'on pouvait en faire. Alors aujourd'hui, on va juste vous présenter assez brièvement, mais on va essayer de vous donner quelques notions sur le cuir, et on va parler plus spécifiquement ensuite des cuirs marins. Mais j'aime toujours ramener aux grottes et au travail qu'il existe sur le fait que le cuir, c'est avant tout une invention humaine. C'est-à-dire qu'on est parti dans un des besoins primaires qui était de se protéger. Et c'est toujours intéressant parce que lorsque je fais mes présentations, parfois, il y a des gens qui me disent « mais quand je pose la question, le cuir existe depuis quand ?» Les gens je suis toujours surpris des réponses que j'ai de mon auditoire qui parfois me disent « les années 50 », des images alors liées parfois à l'habit. C'est très intéressant la vision qu'on l'on peut avoir culturelle, c'est-à-dire qu'en fonction de nos référents, alors qu'en fait c'est une des activités les plus anciennes au monde, le premier étant évidemment la boucherie et se nourrir, contrairement à des idées reçues parfois un peu bizarres. Mais nous on est donc en deuxième, puisque une fois qu'on a
eu tous ces cadavres autour de nous d'animaux, on a essayé de se protéger du froid. Le problème, c'est qu'un cadavre était une peau en décomposition. Et donc, on a toujours essayé de rendre cette matière durable. C'est pour ça que j'insisterai toujours pour vous dire que le cuir, c'est un animal. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire qu'il va y avoir deux types, en fait, d'animaux. On va avoir les animaux élevés ou qui sont sauvages, mais qui sont faits pour être consommés. Et là-dedans, on va penser aux poissons également. Pourquoi ? Parce que les poissons, ils peuvent être soit d'une culture, soit, je dirais, dans une pêche dans le cadre de l'opportunisme. C'est quoi ? C'est peut-être dans les boîtes de thon, vous voyez le label MSC que vous avez, quand vous achetez dans vos supermarchés. Ça veut dire qu'on va utiliser des bateaux qui ne vont pas venir racler les fonds. Mais quand on jette les filets, eh bien, il y a des animaux sauvages que l'on récupère dans le poisson, dans le monde marin, et il peut y arriver d'avoir des espèces auxquelles on n'avait pas prévu. C'est pour ça que quand on vous parle de cuir marin, j'ai envie de vous dire, en réflexion, aujourd'hui, tout ce qui est au-dessus de la terre, malheureusement, l'homme l'a beaucoup exploité. Par contre, les fonds marins, c'est une ressource, on estime que seulement 10% des fonds marins ont été, du moins, inspectés, découverts. Et il y a une conséquence directe du réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous le savez, mais le réchauffement climatique fait que nous avons des espèces, des profondeurs qui sont en train de ressortir. Parfois, on voit des images un petit peu bizarres d'animaux qui sont échoués, des poissons qui sont échoués. Alors moi, je ne sais pas ce que ça donnera. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que l'homme étant l'homme, à un moment donné, on va forcément être intéressé pour voir si on peut les manger. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer d'utiliser leur peau pour faire des objets. C'est un peu ce qui nous anime aujourd'hui. Alors, il faut quand même comprendre que le cuir, ce qui va nous animer aujourd'hui, c'est un animal, mais c'est pas que. C'est un outil pour l'industrie du luxe. J'aime bien montrer ces deux graphiques parce que ça vous rappelle quelles sont les marques les plus connues au monde, alors dans le luxe, mais également, d'une manière générale, on parle de valeur de marque. Et si on prend dans le top 10 des marques du monde, le duo, si on prend dans le top 10 des marques du monde, ces marques sont connues toujours pour un univers. Et à chaque fois, il y a la palette de cuir qui va venir. Parce que même dans une voiture de luxe, notre image va être sur l'intérieur. Même si aujourd'hui, ce sont des choses très techniques, très évoluées. Mais sinon, vous voyez la prédominance des marques que l'on connaît. Et Cocorico, il y a beaucoup de marques françaises qui sont dans le vêtement, la chaussure, la maroquinerie. Alors, j'aime quand même dire qu'on est issu d'un milieu et d'une activité économique. Par contre, vous la voyez, qui est fortement en baisse. Il se trouve que je suis tanneur français. Je vous donne juste un petit exemple. Dans les années 60, nous avions des régions en France où il y avait énormément de tanneries. On considère que dans les années 60, on n'était pas loin, en France uniquement, de plus de 100 000 salariés dans la tannerie-mégisserie, c'est-à-dire tous les métiers du cuir. Aujourd'hui, on est descendu sur l'ordre de 1500. Je vous prends des villages, je vais vous parler de régions. Parce que la région d'Issoudun va peut-être vous parler, qui est dans le Berry, la région Groyay-Mazamet, qui était un peu le temple du cuir. Au début des années 80, c'était des villes où vous aviez entre 30 à 40 tanneries, dans des petites circonférences. Aujourd'hui, généralement, on peut compter sur les doigts d'une main les tanneries qui restent. Les tanneries qui sont restées, c'est parce qu'elles ont su s'adapter par rapport à un marché mondial. Et là-dedans, le cuir marin est une alternative très intéressante que l'on va développer. J'ai juste envie de vous dire aussi que le cuir, c'est un animal, mais c'est aussi une question écologique. Alors, j'aime beaucoup ce graphique à gauche, parce qu'il vient de L214. L214 qui se bat pour la condition animale. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que je vais beau être tanneur de cuir, donc on pourrait considérer quelque part que je suis de l'ennemi, j'ai des fortes convictions concernant les animaux. Je vais même peut-être vous choquer, mais il se trouve que quand je donne des cours, j'insiste toujours là-dessus. Hermès a fait sa réputation sur un sac un peu fameux qui s'appelle le Birkin, en crocodile notamment. Dans les années 60, il faut savoir qu'il y avait des espèces de crocodiles qui étaient en voie de disparition. Aujourd'hui, à cause du prix des sacs, l'intérêt écologique et l'intérêt pragmatique s'est rejoint. Ces espèces sont protégées. Pourquoi ? Parce qu'on a des fermes, et chaque fois que l'on va tuer un crocodile, il y a 2 crocodiles qui vont vivre leur belle vie. C'est du pragmatisme économique qui amène à l'écologie. Dans ce graphique, ce qui est important, c'est qu'on vous parle des quantités d'animaux qui sont tués. Et je vous mets juste derrière la tour Eiffel. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'en France, chaque année, les abattoirs, donc là on n'est pas sur le cuir marin, mais on est sur les abattoirs, sur le cuir d'une manière générale, il y a 170 000 tonnes de peau qui sont récupérées en France. Pourquoi je vous montre la tour Eiffel ? C'est 17 fois le poids de la tour Eiffel.
Si jamais il n'y a pas de tanneur de cuir dans le monde qui travaille ces peaux, on a deux solutions. On les brûle, catastrophe pour l'environnement, on les enterre, les sols sont pollués. C'est pour ça qu'en fait, notre activité, qui est une des plus anciennes de l'homme, forcément, elle s'inscrit dans son univers. Et ô combien c'est important dans le cadre de la mer, parce que si on ne respecte pas notre environnement naturel, tout simplement, à terme, c'est bien notre activité humaine qui est menacée. Le cuir, c'est donc un animal qu'on va valoriser. Là, je vous parle du cuir domestique, mais on va aller plus loin sur le cuir marin. C'est surtout une matière qu'on valorise. Je vous présente en petit graphique tous les dessins iconiques, toutes les matières. J'ai exclu malheureusement ce que fait David, c'est-à-dire également des parties de décoration intérieure. Et pourtant, dans l'assistance, si on se regarde tous, on a probablement tous sur nous une petite partie en cuir. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît un peu fou, mais la matière cuir est à la fois la matière la plus utilisée au monde, la plus disponible, mais également économiquement, elle peut être parfois la moins chère que par rapport à des essences de pétrole, puisque toutes les matières alternatives qu'on nous présente aujourd'hui, sauf certaines, sont à base de pétrole. Or, vous le savez, les énergies fossiles, le cours augmentant, et bien finalement, la matière cuir n'a jamais été aussi importante aujourd'hui. Alors, le cuir, rapidement, il y a 4 étapes de fabrication avec un travail. Tous ces documents sont en libre accès, vous les retrouverez lors de la présentation. Ça, c'est un document qui est édité par le Centre technique du cuir qui vous explique juste le travail de la peau, mais qui est commun au cuir marin comme au cuir domestique, c'est-à-dire qu'on part d'un animal à qui on a retiré la chair ou la viande, et ensuite, ça, on va d'abord peut-être enlever les poils ou non, ça dépend de ce qu'on va faire, et on va préparer au tannage. Tannage, ça veut dire rendre imputrescibles les peaux. Et ce qui va nous intéresser dans notre travail, c'est qu'une fois qu'on l'a rendu imputrescible, et ben on peut décider d'en faire quelque chose de brillant, quelque chose de mat. On peut décider d'en faire quelque chose d'épais, quelque chose de souple, quelque chose de résistant ou non. C'est donc des choses qui sont un petit peu particulières à travailler. Ça, c'est une introduction un peu rapide sur le monde du cuir. Mais je crois que ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de partager avec David son travail et ce qu'il fait. Je vais le laisser commencer et puis je vais lancer son PowerPoint en même temps. Bonsoir à tous, donc je suis David Rosenblum, je suis maître en métier d'art et entreprise du patrimoine vivant. La spécialité de l'atelier, c'est la gainerie et la dorure. Ça a été initié en 1895 dans l'atelier. Et ensuite, ma famille, à chaque génération, a apporté son lot d'innovation. Et moi, j'ai repris l'atelier en 2010. Ah ben ça marche, super. Mais par contre, je ne le vois pas non plus. Ça me perturbe. Ouais. Donc la photo d'ailleurs que vous voyez, c'est... Pardon. Oui, ça va être plus pratique. La photo que vous voyez date de 1910, c'est pour ça qu'on a un petit trait, c'était pendant la Grande Crue. Vous voyez en fait Jean Bettenfeld et Suzanne qui sont les fondateurs de l'atelier. Et ce qu'il faut savoir sur la gainerie, c'est que c'est une particularité qui est française et qui s'est constituée en corporation sous Louis IX. Donc pour vous dire, ça remonte à belle lurette. Et dans notre atelier, donc, on travaille tous les cuirs, mais on est spécialisé aussi sur ce qu'on appelle les cuirs exotiques et le parchemin. Donc ce soir, le sujet, c'est pas le parchemin, c'est les cuirs exotiques, puisque pour nous, les cuirs marins rentrent parmi les cuirs exotiques. Tout ce qui n'est pas mammifère est forcément cuir exotique. Et dans les mammifères, on en a certains qui peuvent être considérés comme exotiques, mais nous, on les utilise pas dans l'atelier. Donc justement sur les cuirs exotiques d'origine marine, ça va vous surprendre parce qu'on a aussi en fait tout ce qui est les reptiles, qui sont donc une classe de vertébrés, avec les crocodiles, dont Niloticus, Yamensis, Alligator, mais le Porosus, qui est par exemple un croco qu'on retrouve aussi en mer. Il est sur la zone en fait d'Asie au niveau de l'Indonésie. Donc vous allez le retrouver dans les eaux saumâtres, mais vous allez le retrouver aussi en mer. Donc là-bas, il ne faut pas être étonné quand vous êtes en bateau. Croiser des crocodiles, ça arrive. Vous avez aussi des serpents. Donc bon, vous avez les pitons, les boas et autres. Mais au niveau marin, vous avez le karung, qui est un serpent, justement, qui est un serpent de marine. Et comme vous voyez sur la photo, sur la droite, là, c'est un élaphe qui est aussi un serpent de type marin. Donc vous voyez, les cuirs marins, ça résume beaucoup de choses. Encore. Et on en arrive donc aux poissons. Alors dans les poissons, ce qu'il faut voir, c'est que nous, en gainerie, on fait 2 séparations. Ça veut dire tout ce qui est saumon, esturgeon, ça va être du silure, du karang, pas du karang, pardon, du pirarucu,
de l'anguille. Et ensuite vient ce que nous, on appelle le galuchat, qui est divisé également en 2 parties, c'est-à-dire le galuchat qui est issu des peaux de raies, qui sont des raies à aiguillons, et le requin. En sachant que nous, dans l'atelier, par principe, même si ça existe encore et que certains l'utilisent, nous n'utilisons plus de requin dans l'atelier. Pour des raisons d'éthique et de savoir que, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de protection du requin. C'est mis en place au niveau des CITES de la Convention de Washington, mais certains requins sont quand même chassés et on prend leur peau, donc on refuse de se mettre à ce commerce. Ce qui veut dire que pour chacun des cuirs marins, on se pose toujours la question, quelle est l'origine ? Et derrière l'origine, on parlait de s'inscrire dans un environnement. On a eu l'occasion de travailler tous les deux ensemble sur le galuchat, et avec une problématique très concrète pour David, qui était un gainage sur lequel il avait besoin de taille particulière. Or, je pense qu'on peut peut-être expliquer, pour être très concret, que le galuchat a une particularité sur la méthode de pêche. Oui, parce que alors, le problème du galuchat, il ne peut pas être contenu dans un élevage. Des personnes ont essayé, ça n'a jamais marché. Donc vous avez des quotas de régulation de pêche et des périodes de l'année où c'est autorisé d'être pêché. En dehors de ces périodes, vous n'avez pas le droit de le pêcher, notamment pour des raisons de frais et de reproduction de l'animal. Ce qui fait que ça pose aussi des problèmes de production et en même temps, ça évite aussi qu'on soit, qu'on prélève trop aussi d'animaux dans leur milieu naturel. Et on parle d'une zone géographique bien déterminée dans le monde. Oui, parce que vous avez que l'Indonésie et la Thaïlande qui produisent des peaux de galuchat. Vous n'en trouvez pas ailleurs. Et c'est un procédé en plus qui est très complexe et très long, parce que c'est un des rares tannages qui ne correspond pas en fait aux règles de tannage traditionnelles. Parce que l'animal a une particularité, si vous avez déjà touché de la raie ou du galuchat, c'est une peau qui est excessivement résistante. Donc le travail de rendre imputrescible l'animal est rendu complexe par la nature même de l'animal. Donc chaque fois que nous on va travailler dans les cuirs, et c'est le cas notamment dans les cuirs marins, non seulement il va falloir s'intéresser à l'espèce, la zone géographique, mais également les caractéristiques propres à l'animal. On ne va pas travailler un saumon ou une peau de saumon comme on va travailler une peau de raie, comme on va travailler une peau de requin. C'est aussi ce qui nous amène à être dans de la complexité dans le travail. Dans le cas de David sur ce dossier-là, c'était un gainage de porte, je ne dis pas de bêtises. Non, pardon. Oui, c'était un fauteuil, sur lequel il avait une taille très particulière. Et en fait, la commande représentait une centaine de peaux. Et il faut savoir que sur une période très courte, donc sur cette année-là, pour David, nous avons dû préempter, chercher quasiment la totalité des peaux de cette taille bien spécifique qu'il existait dans le monde. C'est-à-dire pour une commande spécifique, qui avait une régularité et une demande très précise avec des peaux très larges, nous nous sommes retrouvés dans la situation où pour réaliser ce projet, on n'avait quasiment pas le droit à l'erreur. Non seulement il fallait sourcer à ce moment-là, mais surtout, plus que de sourcer, si jamais David se trompait au niveau du montage, il fallait attendre 1 an. Ça représente aussi notre travail. Oui, et puis ça représentait à peu près, vous voyez, pour 100 pots, il a fallu qu'on en achète à peu près 130, 140. Parce que même dedans ces pots, vous allez faire un tri. Bon, parce qu'il n'y a pas que la taille. Vous allez avoir l'aspect de la perle. Parce que je ne sais pas si vous voyez, le galuchat, on le voit sur la photo. Juste en haut, vous voyez ce qu'on appelle la perle, en fait, c'est ce que vous voyez au milieu. En fait, c'est une dentine biologique. Donc, pour avoir un bel aspect sur un mobilier en galuchat, il faut que ces perles, en fait, ne soient pas identiques, parce que vous ne le pourrez pas biologiquement, mais au moins qu'elles soient similaires. Donc, vous allez trier toutes les peaux de manière à ce qu'elles soient le plus similaires les unes avec les autres. Ce qui fait en plus que c'est un travail très compliqué. Et en plus, c'est un travail qui nécessite aussi dans la coupe beaucoup de maîtrise, parce que c'est une peau qui est excessivement dure. Contrairement à d'autres poissons, quand vous prenez du saumon, par exemple, la peau de saumon, c'est une peau, je dirais, alors ça n'a pas du tout l'aspect d'un cuir, mais ça va se couper, vous voyez, comme de l'agneau plongé, par exemple. Parce que ça va être aussi fin, enfin pas forcément aussi fin, mais aussi facile à couper. Contrairement à du galuchat qui va être très résistant. Et chaque peau, de toute manière, a aussi ses techniques de coupe et d'assemblage. Et ensuite, oui, voilà, on en revient justement à la protection des espèces. C'est une chose où nous, dans l'atelier, on a fait ce qu'on appelle une norme RSE, où on a des cahiers des charges et d'éthique, et surtout, c'est pas parce qu'on travaille le cuir qu'on va être pour la maltraitance animale, bien au contraire. Parce que une des choses qui est un paradoxe, c'est qu'un animal qui est maltraité, ça donnera jamais un bon cuir. Il sera jamais esthétique. Donc on s'attache déjà à ce que nous, nos peaux, à part pour le galuchat qui est prélevé en milieu naturel, et chez nous c'est la seule peau prélevée en milieu naturel, toutes nos peaux exotiques proviennent de fermes d'élevage.
Et ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, pour le pirarucu, qui est un poisson, pour vous donner une idée, c'est une espèce de grosse carpe avec des dents qui vit en Amazonie. Mais c'est protégé sous CITES par la Convention de Washington. Donc la Convention de Washington, aujourd'hui, c'est à peu près 183 pays dans le monde qui en sont signataires, sur une traçabilité totale des peaux à partir du moment où on traite la peau et qu'elle est exportée chez nous, et que même ensuite, si elle est réexportée, retravaillée, et ainsi de suite. C'est un contrôle et une traçabilité qui est imposée, qui est nécessaire d'ailleurs pour l'équilibre du monde animal. Donc, comment expliquer ça ensuite par la suite Ensuite, c'est des contrôles de douane, bon, très, très spécifiques, où c'est pas vraiment intéressant pour vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout atelier qui se respecte va travailler avec ces normes, avec les conventions de Washington. Nous, en plus, on a développé ce qu'on appelle des normes RSE, équitable, carbone, humain et animal, pour respecter ce type de fonctionnement. Ensuite, vous voyez le résultat d'un bureau en galucha. Donc ça représente à peu près dans les 2 mois de travail. Ensuite, vous allez voir une photo. Je me permets juste pour donner une ordre d'idée de prix. C'est très cher. Là, le bureau que vous voyez devant vous, de mémoire, je crois qu'il est aux alentours de 70 ou 80 000 euros. Je crois de mémoire. Là, la taille du bureau, il fait à peu près 1,80 m de long sur quelque chose comme 80-90 $. Ça représente à peu près combien de pots, David? Très bonne question. Dessus, tu en avais 6, 12, 14. Il y a une trentaine de pots au total. Ouais. Parce qu'on ne voit pas les côtés ni rien. Une trentaine de pots de galucha pour faire ce mobilier. Ça veut dire quand même qu'il y a un travail. On parlait de sourcing, il y a un achat, la fabrication. Et le but du jeu, alors désolé, la qualité de la photo n'est pas extraordinaire, mais visuellement, quand vous voyez l'objet, ce qui fait que c'est un objet d'art, c'est que vous avez l'impression que ça a été fait comme s'il y avait d'un seul trait. On ne voit pas les coutures. Notre travail dans le... Il n'y a pas de démarcation, si vous voulez. L'idée, c'est que ça se suive. Parce qu'en fait, chez nous, dans nos travails qui sont dans les métiers d'art, le diable se cache dans les détails. Ce qui fait la différence entre une réalisation de bonne facture ou simplement quelque chose d'extraordinaire, ça va être vraiment dans ces détails-là. Pour avoir été confronté à cet objet, il existe toujours, il est assez impressionnant quand vous êtes dessus, parce que vous cherchez la couture. C'est toujours un petit peu ces détails-là qui sont importants chez nous. Le raccord. Pas de couture. Non, parce qu'en galerie, la particularité, c'est pour ça que je m'attache à dire raccord et pas couture, c'est un opposé à la maroquinerie, car on n'utilise pas justement de fil. Tout le jeu est en fait dans le jeu de la dissimulation du raccord de manière à ce qu'il soit invisible à l'œil, ou s'il est perceptible comme le galucha parce que c'est une peau dure, il faut être dans une rectitude de coupe quasi parfaite pour que le raccord, il n'y ait pas d'écart, parce que alors, sinon ça serait horrible dans la finition. Ça veut dire que le raccord, on le travaille également sur les écailles. C'est le cas dans le crocodile. Si vous utilisez plusieurs peaux de crocodile que vous allez mettre ensemble, il va falloir réussir à trouver celle qui se marie, mais également au niveau des écailles. On retombe sur le cuir marin, c'est exactement la problématique que l'on a quand on travaille sur des peaux de poisson qu'on va monter en forme de nappe, on va essayer d'avoir cette continuité. Donc c'est le détail, il va se cacher là. Donc là justement, vous voyez le détail de comment on travaille en fait le galucha. Ce que vous voyez en fait, c'est une cale avec un patronage qui est inversé, parce que d'habitude en cuir, ce que vous allez voir, c'est un patronage qui est plein, là c'est un patronage qui est creux, pour pouvoir justement identifier le placement de centre en fait que vous voyez entre la perle et la surface de coupe dont on a besoin, ce qui est un élément préparatoire. Parce qu'ensuite, on le coupe avec des procédés que nous conservons secrets dans l'atelier. Chaque guénier a sa technique de coupe du galucha. Et pour la précision, d'ailleurs, c'est que souvent on me demande pourquoi on dit le mot galucha. Alors ça, c'est une fierté dans ma profession, parce que c'est grâce à Jean-Claude Galucha, qui était guénier au privilège du roi Louis XV, et qui a une idée de génie pour l'époque, c'est que le galucha, sous Louis XV, beaucoup de luthiers l'utilisent pour l'utiliser comme du papier de verre, donc pour pouvoir poncer le bois. Alors là, on ne le voit pas, mais sous Jean-Claude Galucha, c'est pas l'arrêt aiguillon qu'on va voir en premier, c'est le traitement de ce qu'on appelle la roussette, qui est un petit requin méditerranéen. Et comme il avait des petites écailles, ça permettait de poncer les objets. Et il a eu cette idée de se dire, et pourquoi on ne pourrait pas le coloriser et faire quelque chose avec? Et il a réussi donc à teinter, trouver un procédé de ramollissement du galucha et de faire des objets. Ce qui a fait son succès, parce que Madame de Pompadour est tombée amoureuse de son travail et a fait des commandes somptueuses auprès de Jean-Claude Galucha. Et du coup, dans l'histoire, on a gardé pour la peau de raie et la peau de requin le nom de Jean-Claude Galucha. Là, vous voyez encore, alors là, c'est l'exemple du requin, où sur la droite, vous voyez ce qu'on appelle une recette.
une roussette, ce qu'on appelle aussi chien de mer. Et à gauche, ce que vous avez, c'est un requin. Alors par contre, je ne me rappelle plus du tout l'origine. Ça, c'est un travail très particulier parce qu'on a restauré à peu près 6 à 7 requins qui étaient au musée océanographique de Monaco, qui étaient dans des bocaux, complètement pliés dans du formol. Donc le but, ça a été en fait de déplier l'intégralité des requins, de leur redonner une forme de requins qu'ils avaient à l'origine, et de trouver en fait des produits pour pouvoir les conserver. Donc ça nous a réclamé à peu près 1 an à 2 ans de travaux et de recherche. Donc c'était assez amusant parce que les clients arrivaient dans l'atelier et les requins étaient suspendus au plafond, parce que ça prenait de la place quand même, et ce qui était assez amusant. Donc après, bon, sur le poisson, il y en a d'autres. Je vous montre surtout en fait ceux qui sont les plus spectaculaires, même si nous, on ne travaille plus le requin, à part pour la restauration dans ce cadre spécifique pour le musée océanographique de Monaco. Après, maintenant, c'est vrai qu'il y a un développement de mode, si vous voulez, au niveau autour du poisson. Donc vous allez trouver beaucoup de saumon. Nous, en gainerie, on commence à l'utiliser depuis quelques années, mais ce n'est pas encore un réflexe qu'ont les décorateurs, les architectes ou les designers. Ça commence. Dans le métier de la mode, vous allez le voir beaucoup plus souvent, notamment soit sur du porte-cartes, des empiècements de sacs, ou beaucoup dans le domaine de la chaussure. Le cuir marin, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui est un petit peu plus récent et qui est un peu au centre de plusieurs préoccupations. D'abord, le fait qu'on a une vraie saturation sur les cuirs classiques, c'est-à-dire les bovins, les agneaux, dessus, parce qu'il y a une vraie réflexion également sur est-ce que l'élevage est bon pour l'environnement. Il y a la question, j'en ai parlé tout à l'heure, de l'association L214, mais il y a la question du bien-être animal. Alors David insistait, et moi j'insiste également dessus, un animal qui a été maltraité, d'abord nous on va le voir sur la peau, mais également ça ne donne jamais un bon cuir. Effectivement, c'est quelque chose de très important. On m'avait posé une question récemment en me disant, puisque les grands groupes de luxe ont acheté des tanneries, est-ce que demain ils iront jusqu'à élever, c'est-à-dire qu'on fait la totalité de la chaîne? Et ça, c'est un sujet qui, moi, me passionne, puisque ça fait 22 ans que je travaille dans le cuir. Et aujourd'hui, pour découvrir un bon cuir ou pour travailler sur les espèces, moi, je pars de l'animal. Parce qu'en fait, tout est parti de l'animal. Et les conditions d'élevage, les conditions de traitement et de vie de l'animal, c'est ce qui va nous donner derrière un bon cuir. Pour vous expliquer un petit peu ma problématique, c'est qu'actuellement, on me demande beaucoup de retrouver des qualités de cuir d'agneau des années 80. Et en fait, on en a été à réfléchir sur qu'est-ce qui a changé entre les années 80 et aujourd'hui au niveau des conditions d'élevage. Et c'est ainsi qu'on a dû s'orienter vers des zones géographiques spécifiques pour retrouver la main, au final, du cuir, après toutes les étapes que nous aurons, pour retrouver cela. Et pourquoi le cuir marin, donc? C'est parce que le cuir marin représente à la fois un défi, et comme je vous le disais, que 10% des fonds marins sont exploités. Et on sait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés à nous, on se pose des questions sur la viande, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, parce qu'il y a un développement de l'obésité et notamment des processed food, comme on dit en termes anglais, c'est-à-dire des adjonctions de morceaux de viande et de gras. Aujourd'hui, on sait que le poisson peut être aussi une alternative. Alors, on peut avoir tout un débat sur les qualités nutritives du poisson, mais c'est une bonne alternative pour les gens, parce que non, on ne va pas tous demain, du jour au lendemain, devenir végan. Non, ça n'existe pas. D'une manière générale, dans la planète, la consommation de viande est en augmentation. Dans nos sociétés, on arrive à se dire qu'il faut manger de la viande en qualité. Dans certains pays, on a une appétence pour manger surtout de la quantité, ce qui nous pose un vrai souci. Or, le poisson vient justement en solution assez intéressante. Mais pour nos clients, parfois, ils ne savent pas encore où placer le poisson. Est-ce que c'est un cuir comme ils ont l'habitude exotique, c'est-à-dire les crocodiles, les choses comme ça? Ou est-ce que c'est un cuir plus classique? On se retrouve entre les deux, sur le saumon, sur la truite, sur la raie. Et tout va déterminer la rencontre entre le designer et l'animal. C'est pour ça qu'on insiste toujours sur nous, notre travail n'existe pas. Moi, mon travail de tanneur n'existe pas si je n'ai pas quelqu'un qui fait un objet avec ça. Et c'est pour ça qu'on va toujours parler avec David quand on fait des briefs. Pourquoi faire? Quelle est évidemment la gamme de prix que l'on vise? Mais surtout, à partir de ça, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme caractéristique? Et c'est là où c'est intéressant de travailler notamment sur les cuirs marins, parce que la palette, elle est quasiment infinie. Puis ce qu'il faut imaginer, en fait, c'est qu'en galerie, nous, ce qu'on va regarder, c'est que veut le client au niveau de son cuir. Ça va déterminer, en fait, le support. Parce que toutes les peaux ne sont pas adaptées à tous les supports. Donc, suivant la demande du client, vous allez adapter le support pour que ça puisse fonctionner. Et c'est bon pour nous. Ouais, à
Attends. Ben, Oui, parce que j'ai mon com manager qui est dans la salle, alors si je mets pas ça, je vais me faire disputer. merci beaucoup. Je Merci vous en prie, pour avec plaisir. ce Merci. duo, niveau duettiste. On aura presque tous eu du poisson et de la peau. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Y en a-t-il dans la salle? Ça va venir. Oui, micro. Micro. Devant. Si. Là, il faut l'utiliser. Hein. Merci beaucoup. Une petite question au sujet de l'approvisionnement des pots que vous recevez. Je suppose que vous devez avoir des cahiers des charges très spécifiques. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui réclamez certaines conditions très spécifiques? Comment Ça vous va être les deux. établissez? Vous allez Les avoir deux. le tanneur qui va réclamer ses spécificités Oui. et le façonnier qui va réclamer les siennes. C'est ce qui D'accord. rend d'ailleurs le métier de tanneur difficile parce que lui, il a des obligations par rapport à l'imputrescibilité du cuir, des traitements avec en plus ce qu'on appelle des normes comme normes REACH 2 qui sont des obligations de certains produits qui ne sont pas utilisés. Et nous, on va lui demander encore d'autres obligations. C'est-à-dire qu'on va lui demander, on veut une couleur, on veut une finition mate, on veut ce qu'on appelle une main. Alors ce qu'on appelle une main dans le métier, c'est-à-dire qu'en maroquinerie, en gainerie ou en vêtements, vous allez rechercher une main spéciale dans le cuir, c'est-à-dire une souplesse ou une manière de réaction. Et qui va complexifier, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, mais c'est un peu le but du jeu, le travail du tanneur. Sur la question du RSE, c'est probablement dans nos métiers l'univers qui s'est le plus développé. On a énormément de gens qui sont arrivés et après 22 ans dans ce métier, je crois que c'est la question où parfois on a manqué le plus de pragmatisme. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Je travaille avec tous les grands groupes de luxe et ils nous envoient toujours un cahier des charges. Il faut savoir que ce cahier des charges, les grands groupes de luxe aujourd'hui ont tous des actionnaires qui sont anglo-saxons. Donc la plupart du temps, le cahier des charges est rédigé par des avocats américains. L'avantage ou le désavantage, c'est que tout doit être marqué. Et pour donner un petit peu cette idée de parfois voyage en absurdie, on m'a demandé un jour de justifier que l'animal que je proposais à la vente n'avait pas bu d'eau croupie. Le problème, c'est que peut-être vous comprendrez que dans un champ, il y a de la rosée. Et je me voyais mal demander à l'éleveur de rester à côté de l'animal du temps de sa vie et de vérifier qu'un jour, il n'avait pas envie d'eau croupie. Également, et c'est une histoire vraie, on m'a demandé d'écrire noir sur blanc que l'herbe était verte. Il faut savoir qu'on travaille avec des pots toute l'année. Et il y a ce qu'on appelle les saisons. Et je ne peux pas garantir qu'en été, l'herbe soit verte, comme j'ai du mal à considérer que si l'animal est en plein air, ce qui est bon pour lui, et qu'il y a de la neige, j'aurais du mal à qualifier la coloration de l'herbe sous la neige. Ces voyages en absurdie auxquels on se confond depuis une dizaine d'années, c'est assez passionnant à vivre. Parfois, c'est cocasse. Et j'ai une deuxième question. Bien, bon, pas grave. Une deuxième question sur les peaux qui ont des écailles plus ou moins importantes. Est-ce que d'office le tannage va conserver les écailles ou est-ce qu'elles peuvent être supprimées ou est-ce que c'est à la demande de celui qui fait tanner la peau? Alors ça, c'est un sujet qui moi m'a passionné, que j'ai découvert. Ça va dépendre des espèces et des animaux. Bien sûr. Il y a des animaux qui vont perdre leur écaille pendant le tannage. Voilà. Alors là, ça... Et il y en a d'autres. L'écaille restera accrochée quoi qu'il arrive. Donc, arracher l'écaille d'un animal qui normalement reste, non, ça on ne le fera pas. Il n'y aurait pas d'intérêt parce que dans ce cas-là, ça serait poncer en fait ce côté avec les écailles. L'intérêt, ça serait de créer un article qu'on appelle du nubuck, c'est-à-dire là où on enlève la partie cuir, donc la partie écailleuse. À ma connaissance, il n'y aurait pas d'intérêt à la fois design ou quoi que ce soit, à part s'il y avait un dessin spécifique qui serait créé par l'écaille, mais comment on le ponce, on ne le verrait pas. Non, par contre, en fonction des espèces, on peut avoir des demandes totalement différentes, oui. Vous pouvez avoir le loup de mer, par exemple, qui perd ses écailles. Donc on va se retrouver avec, avec des petits points dessus de respiration. Mais par exemple, le crocodile, vous pouvez essayer de lui arracher l'écaille. Ouais. Bonne chance. Costaud. Oui, et puis dans Merci. les poissons, ce que vous remarquerez souvent, par exemple, sur le saumon, c'est pas l'écaille que vous voyez, c'est l'empreinte de l'écaille. Que sur le croco, par contre, c'est vraiment son écaille qui reste. Mais c'est deux écailles différentes, hein, parce qu'il y en a un qui est issu de sa peau, et l'autre, c'est un cartilage. Et pour information, alors vraiment, ça serait pour les spécialistes, mais récemment, on m'a montré une peau et j'étais complètement bluffé. C'était une refente de crocodile. Alors, une refente, c'est quoi? C'est tout simplement, imaginez que la peau, c'est comme une masse comme celle-ci. Elle a été refendue au milieu. Donc, on a une partie qu'on pourrait considérer un déchet. Et en fait,
l'empreinte, l'écaille du crocodile est tellement forte que sous cette partie de déchets, on avait le dessin, et comme la couleur était très belle, ça avait un toucher et un aspect, et en fait, on en venait de créer un faux croco à partir d'un vrai croco. Puisque vous savez que sur du cuir domestique, on peut mettre une signature croco, sauf que là, on avait un déchet qu'on pouvait valoriser comme une deuxième peau de crocodile sur un effet... C'est pour ça que je vous disais que le faux, parfois, coûte plus cher que le vrai, parce que là, dans ce cas-là, la chute, qui n'était pas très chère, donnait un effet totalement merveilleux. Beaucoup à explorer encore. Merci beaucoup. Il y a tellement de choses à voir. Justement, sur les écailles, est-ce qu'elles sont valorisables, valorisées, les écailles de... Est-ce que c'est un écoproduit, un coproduit qui est Alors, valorisé? les écailles, non, aujourd'hui, parce que, par exemple, si je prends le cas du loup de mer, c'est quelque chose qu'on perd au tannage. Alors, on pourrait le filtrer, mais si vous voulez, c'est microscopique, ce qu'on va récupérer. Aujourd'hui, ce n'est pas un déchet qu'on sait valoriser. Pendant très longtemps, sur les animaux domestiques, la laine, on l'utilisait. On l'utilise toujours, d'ailleurs, même si on paye des taxes pour cela. On l'utilise dans les métiers, notamment du bâtiment, parce que c'est un très bon isolant. Sur les écailles, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'exploitation en tant que récupération. Donc c'est micro. Ça peut être une recherche d'ailleurs, de se poser la question. La seule chose qu'on fait, c'est sur silure ou esturgeon, où par contre on récupère les excroissances. D'accord. Qui donnent des écailles énormes, mais qui peuvent servir ensuite en application, mais ce n'est pas une application de masse. Et justement, est-ce qu'il y a eu des expérimentations ou des réalisations entre des cuirs animal et poisson? Est-ce qu'il y a, oui, il y a des conjonctions Alors pour moi, en termes de design, c'est un petit peu une des manières dont on va démocratiser et populariser le cuir marin. C'est qu'on a beaucoup de gens qui vont utiliser en fait le cuir marin en bande ou en ennoblissement d'un sac, par exemple, tout à fait classique, sur déjà un cuir domestique. Et on va venir pour rajouter une petite touche spéciale, ce qui est bien adapté aussi à la taille, puisque un saumon, c'est pas très grand, une truite, c'est tout petit. Moi, j'avais travaillé sur la carpe également, ou même parfois sur des peaux un peu plus différentes, comme la grenouille. Et on va venir donner des parallèles, ou je dirais une valeur sur un travail très spécifique. Un petit peu d'ailleurs comme le galucha, puisque le galucha, on a la perle au milieu. Ce qu'on s'attend à voir, c'est le galucha avec cette perle au milieu. Donc ça peut vraiment être un objet qui va permettre de valoriser un design assez classique. Merci. Des questions dans la salle? Et en termes de... On avait discuté justement, une des sources du cuir marin, c'est ce que l'on mange. Ça, vous ne l'avez pas trop raconté, mais où on va choisir le cuir marin autre que dans la mer, si je puis dire. Alors, ça, c'est une particularité, mais qui n'est pas seulement du cuir marin. C'est ce qui m'intéresse, moi, dans aussi cet univers du marin, c'est qu'on retrouve la base du cuir. Moi, j'ai souvent dit que le cuir marin, c'est un cuir comme un autre. Quand j'ai travaillé sur ces sujets-là, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est bien sur, sauf cas très rares, on est sur des espèces qui ont été mangées. Et donc, du coup, effectivement, on est sur des zones qui correspondent aux zones de pêche. Le saumon, la truite, on va pouvoir vraiment travailler sur des zones très spécifiques. Et on en revient à la question de RSE, parce qu'on a des marques de luxe qui, aujourd'hui, nous demandent des zones prioritaires ou privilégiées d'élevage. Donc, ça peut les intéresser de travailler sur, par exemple, le saumon qui va plutôt devenir d'Europe du Nord, sur une zone très localisée, parce qu'on reste dans l'Europe. Alors qu'à contrario, ils vont nous dire non, on ne peut pas travailler telle espèce qui vient de tel pays. On parlait du pirarucu, par exemple, qui est plutôt en Amazonie. Moi, j'ai collaboré avec une tannerie qui avait travaillé sur le premier élevage de pirarucu en France. Donc l'œuf était brésilien, amené en France, fait par un restaurateur, quelqu'un qui avait élevé son pirarucu pour des restaurants en France. Le pirarucu, ça peut aller jusqu'à 2 mètres, 3 mètres, ça peut être très grand. En France, il avait calibré son élevage pour que les peaux soient à 1 mètre maximum, parce que pour lui, c'était le rapport optimal entre chair, le côté gustatif, et la taille au niveau des écailles. Et là, nous, on utilisait ces peaux-là quand elles étaient à 1 mètre. Donc on calibrait finalement l'utilisation de cette matière, mais c'était vraiment l'alimentaire qui avait déterminé la qualité gustative et donc quelque part l'utilisation que nous, on avait derrière pour les métiers d'art. Merci. Une autre question ? Oui, au fond. C'est idiot, hein. Avec les crustacés, est-ce qu'on fait des choses, des objets ? Non. Des colliers. On ne peut pas, parce qu'en fait, c'est un exosquelette sur tout ce qui est crustacé.
une crevette, prenez un homard. C'est pas possible parce que en fait, c'est du cartilage à l'extérieur, mais c'est son squelette en fait qui est à l'extérieur. Donc en fait, on va avoir du mal à travailler, la peau directement, parce qu'en fait, c'est un squelette. Et l'os, c'est un autre sujet. C'est un peu plus complexe que notre travail de tannage qui est vraiment sur une peau. Et la peau de poulpe ou de pieuvre? Non. Non plus. Non, c'est gélatineux, on peut pas, il n'y aurait pas de C'est constance robuste, et c'est excessivement fin. Ça serait très dur, je pense, en tannage. Et puis, vous savez, comme je dis, j'en ai vu des peaux dans le passé, enfin même on en a en archive, du style du crapaud. Quand vous voyez la taille d'un crapaud, vous commencez à vous poser la question de l'utilité. On a eu les pattes de coq. Je trouve qu'on a déjà suffisamment de choses à tanner. On a été Sans aller créatif. explorer d'autres domaines. Quand on dit que le cuir, c'est une des activités humaines mais préhistoriques, l'homme a à peu près tanné tous les animaux possibles et imaginables. Et on a des rendus. La question qui va se poser, c'est toujours la taille. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et effectivement, alors dans le poulpe, on en parlait, c'est gélatineux, mais il va falloir aussi étudier les tailles. Moi, je vous réinvite vraiment, notamment dans les cuirs marins. Récemment, depuis 2 ans, avec les catastrophes écologiques qu'on a eues, il y a vraiment des animaux que l'on ne connaît pas, que les scientifiques commencent à étudier, et on se retrouve avec des tailles assez impressionnantes, des aspects que l'on ne connaît pas, et forcément nous, en termes de vraiment travail sur la peau, c'est pour ça que d'ailleurs on a souvent des scientifiques qui se rapprochent de nous pour savoir qu'est-ce que vous pouvez en faire. Et nous, au tannage, en fait, on va le rendre imputrescible, donc ce qui va les intéresser, c'est nos savoir-faire pour la conservation et l'utilisation. On découvre aussi des résistances, des choses comme ça. Pendant très longtemps, on utilisait par exemple le requin. Moi, je donne souvent cet exemple, mais il a été utilisé dans les chaussures de sport, notamment de football. Et peut-être vous le savez, mais il se trouve que je suis culture anglo-saxonne, mais les gants de baseball, les vrais gants des années 50-60, c'était sur un cuir de cheval, qui était très résistant. Aujourd'hui, il a été remplacé, mais il reste encore une tannerie aux États-Unis qui fait du cheval et qui est spécialisée pour les gants de baseball. Une dernière question? Oui, on vous apporte un micro. Bonsoir. Est-ce qu'on tanne toujours la panse de vache ou c'est plus du tout... Ma connaissance, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, mais Non, ça c'est se... comme ce qui était porc ou vache, c'est fini. Ouais. C'est grand en termes Ouais, de taille? c'était une belle taille. Ouais. C'est une grande. Merci. Mais moi, à ma connaissance, non, je ne sais plus qui pourrait en faire encore. Non. C'est comme le veau mornay, ça n'existe plus. Alors le veau Ah ouais, mornay, le- c'est très particulier parce qu'effectivement, Redfern. c'était un accident de la nature et aujourd'hui, l'élevage a fait que... Et les capacités d'élevage, le veau mornay, tout le monde voit ce que c'est. C'est un petit peu compliqué. Avec ça, en fait, on faisait ce qu'on appelle le velin. Le velin est une forme de perchemin qui permet l'écriture parce que du coup, ça fait une peau qui est beaucoup plus fine. Donc, quand vous voyez par exemple les riches heures du duc de Berry, par exemple, c'est en velin. Et en fait, c'était ce qu'on appelle un veau mornay parce que malheureusement, ça arrivait plus souvent qu'aujourd'hui, justement, qu'il y ait des veaux mornais. Qu'aujourd'hui, sur le contrôle des élevages, la prise en charge des animaux, vous n'avez plus de veaux mornais. Enfin, où ça doit arriver, mais c'est excessivement rare. Et on parle également de géopolitique, mais il y a des zones de guerre qui font qu'aujourd'hui, il y a des élevages ou des animaux qui ne sont plus travaillés. Par exemple, on collabore tous les deux avec certaines marques de luxe qui ont travaillé pendant très longtemps l'iguane. Et aujourd'hui, depuis 5 à 10 ans, on va considérer que la peau d'iguane est une peau qui pose problème géopolitiquement. Parce que l'iguane, la chair est consommée notamment par les soldats de Daesh. Donc vous voyez la géopolitique. Est-ce que vous avez envie de travailler une peau dont vous savez que la consommation de chair est liée à un mouvement géopolitique? Forcément, c'est le questionnement aussi dont on se pose dans les questions de RSE. Souvent, les questions de RSE, c'était aussi ce risque. Quelle est l'utilisation finale? Si l'utilisation finale est questionnable ou pose problème, nous avons des marques de luxe, par exemple, qui ont déterminé que certaines zones du monde, notamment pour des raisons politiques, géopolitiques, ils ne veulent plus travailler. Dans le cas du cuir marin, mais c'est dans le cas de l'exotique, vous avez de très bonnes races de crocodiles en Iran. Aujourd'hui, il est impossible pour une marque de travailler sur ces bases-là, tout simplement parce que si elle exporte aux États-Unis, l'objet ne pourra pas franchir la frontière. Merci beaucoup. Une dernière question ou pas? Bon, merci beaucoup pour cet univers marin. Avec Merci. plaisir. On passe au suivant. Donc on
on continue. Après avoir vécu le monde de la nageoire, on va aller dans le monde de la coquille avec Maxime Roux, qui a eu une belle bifurcation, on peut dire, et puisqu'il a commencé ses études dans le marketing digital et a travaillé pour les entreprises de la tech, je ne citerai pas les marques, et qu'il a eu l'heureuse rencontre avec 4 personnes, ou 3 personnes, 3 personnes, et il découvre, je crois, le monde, c'est marqué, hein, le monde de la coquille et du coquillage et de son immense potentiel. Et justement, il a fondé avec ses collaborateurs l'entreprise Ostrea en 2022. Et il va nous expliquer justement quel est ce minerai, si je puis dire, cette ressource que l'on a en quantité quasiment illimitée à nos ports, non pas à nos portes, mais à nos ports. Tout à fait. Du coup, on parlait justement de la revalorisation des crustacés, donc c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir faire de tannerie sur les crustacés, mais par contre, on a cherché d'autres usages pour recycler ces coquilles. En effet, notre entreprise, c'est Ostrea. Pour donner un petit peu de contexte, donc en effet, j'étais pas du tout dans le milieu de l'architecture ou du design, mais j'ai un de mes amis dont le grand frère est ostréiculteur. C'est la maison Tailleron à Riec-sur-Belon. C'est un des plus gros grossistes en fruits de mer en Bretagne. Et en fait, à leur échelle, ils produisent 15 000 tonnes de déchets coquillages chaque année. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est avant tout les déchets de production. Donc, ce n'est pas les coquillages qu'on va consommer, qu'on va manger. C'est vraiment tous les coquillages qui vont mourir dans le cycle de culture, qui vont être mangés par les poissons, qui vont, dès qu'il y a des pics de chaleur, c'est les pertes de production qu'il va y avoir. Les déchets qui vont être produits par les usines des produits de la mer aussi, qui sont du coup des très gros gisements. Donc, nous, on s'est intéressé à ce gisement déjà de 15 000 tonnes en se disant qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et en fait, quand on a creusé le sujet, on s'est rendu compte qu'à l'échelle de la France, on produit 250 000 tonnes de déchets coquillages par an. Et le coquillage, qu'est-ce que c'est ? C'est du carbonate de calcium, donc c'est finalement une pierre calcaire naturelle, au même titre que le marbre, que le granit, que tout un tas de pierres qu'on va utiliser dans la fabrication. Et du coup, on s'est donné l'objectif de reproduire finalement une pierre de synthèse à partir de ces coquillages. Le point important, parce qu'on parlait justement des nouveaux matériaux qui utilisent des dérivés pétrosourcés de plastique, nous, les premiers prototypes qu'on a fait, on utilisait des résines, alors différents types de résines écologiques, recyclables, en partie biosourcées. Et le vrai problème, dès qu'on fait rentrer le moindre élément pétrosourcé, c'est que la recyclabilité est impossible derrière, que même les résines 100% recyclables, comme les industriels aiment le dire, dans les faits ne sont pas recyclées. Et du coup, on a fait un shift complet pour s'éloigner des résines et avoir un matériau qui soit le plus minéral possible. Pour du coup avancer, donc notre objectif, ça a été donc de produire ce matériau, de faire en sorte qu'il puisse être utilisé après à grande échelle dans l'aménagement d'intérieur et d'extérieur. Et donc au même titre que la tannerie, nous on est producteurs de matière, et si on n'a pas des transformateurs ou des gens qui ensuite travaillent cette matière pour réaliser des objets, et ben on fait pas grand-chose. Donc pour rentrer dans le vif du sujet de la composition du matériau, donc le matériau il est composé avant tout de coquillages. Les coquillages, je repasserai sur le processus de production juste après, mais ça va être à peu près 65% de la composition de la matière. Et ensuite, le liant qu'on va utiliser pour coller ces coquillages entre eux, c'est un liant hydraulique, donc qui est à base d'eau, et qui va avoir 4 éléments dans sa composition. C'est un liant qu'on a breveté. Il va y avoir non seulement une poudre très fine de coquillage qu'on va récupérer lors du broyage, des ciments qui sont des ciments en bas carbone. Donc le ciment, ça reste la partie la plus carbonée du matériau, parce qu'il faut chauffer à haute température pour avoir du ciment. Donc les ciments bas carbone, c'est des ciments où on réduit la part de clinker qui est justement chauffé à haute température par des déchets de substitution qui peuvent être du laitier de haut fourneau, qui est un résidu de l'industrie sidérurgique quand on chauffe l'acier, ou de l'argile qui va être carbonisée mais à bien moins haute température que le clinker. Donc nous on utilise ces ciments-là, on n'en met pas beaucoup dans la matrice, mais c'est ce qui permet de réduire encore le poids carbone du matériau. Et ensuite on va couper ces ciments avec d'autres minéraux qui sont des minéraux naturels qu'on va ajouter, et des fibres naturelles qui sont des fibres végétales pour des propriétés techniques.
En termes sur le matériau, je suis désolé, j'ai pas les slides devant moi, donc je regarde en même temps. Donc le matériau, on le produit en Bretagne. On a monté notre atelier à Rennes, parce que Rennes, c'est très central par rapport au gisement de coquillages qu'on va récupérer, puisque on va récupérer aujourd'hui, par exemple, les coquilles Saint-Jacques vers la baie de Saint-Brieuc, les huîtres chez notre partenaire historique dans la maison Tailleron, les moules en partie en Normandie et dans le Finistère Nord. Donc Rennes, c'est vraiment finalement l'endroit le plus local pour récupérer tous ces déchets-là. En termes de poids carbone du matériau, aujourd'hui on a fait calculer par un intervenant externe le poids qui est de 3 kg de CO2 par mètre carré produit. Je redétaillerai après pourquoi on arrive à ces chiffres aussi bas dans la production. Mais si on le compare par exemple à une céramique aujourd'hui, qui est le principal matériau qu'on vient en quelque sorte tacler de notre côté, puisque on va être travaillé comme un marbre et qu'aujourd'hui les marbriers travaillent essentiellement de la céramique, c'est 16 fois moins émetteur de CO2 qu'une céramique qui va être chauffée à 1200 degrés. Et le fait qu'on n'utilise pas d'éléments polymères, dès qu'on a du plastique, forcément, au-delà de la ressource pétrosourcée qui pose problème, il y a aussi le poids carbone associé qui reste élevé. L'idée du coup, c'est aussi de s'appuyer sur du coup ce déchet qui est renouvelable. 250 000 tonnes de coquillages, c'est vraiment un gisement industriel. On pourrait produire des centaines de milliers de mètres carrés d'ostréa. Et ce gisement, tous les ans, il est reproduit. Et pour expliquer ce qu'on fait des déchets actuellement, les coquillages, on ne peut pas les rejeter dans la nature, contrairement à ce qu'on pense. C'est des déchets qui vont être enfouis dans des zones d'enfouissement techniques, qui vont poser plusieurs problèmes. C'est que 250 000 tonnes, c'est un volume très conséquent, et qu'en fait, dans l'enfouissement, on ne va pas juste enterrer les coquillages sous terre, on va les mélanger à tous les déchets qu'on ne peut pas incinérer, on va les mettre dans des grandes bennes qui vont être enfouis et creusés dans la terre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les volumes de déchets sont tellement conséquents qu'à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, on essaye de réduire vraiment le volume. Et c'est vrai que c'est dommage de mettre dans des bennes un déchet qui est naturel et qui finalement pourrait même être intéressant s'il était enfoui dans la terre. Et enfin, l'objectif, c'était que le matériau puisse être recyclable. Donc aujourd'hui, on est une jeune entreprise qui a une dimension industrielle, donc on prévoit à terme de pouvoir nous-mêmes recycler le matériau. Aujourd'hui, on recycle nos chutes pour faire des échantillons, par exemple, mais on prévoit de pouvoir reproduire du matériau à partir de nos déchets. Mais l'idée, c'était de pouvoir s'appuyer sur une filière qui soit déjà existante. Donc le fait de ne pas utiliser de résine, justement, mais d'avoir une base cimentaire fait que le matériau est inerte, et du coup, il peut être déjà redirigé dans la filière Grava, qui est déjà existante pour l'industrie du BTP, et qui permet de ne pas avoir déjà ce premier problème de où est-ce qu'on va mettre une table Ostréa si on n'en veut plus. Pour rentrer rapidement dans les caractéristiques techniques, le matériau il a des propriétés qui sont intéressantes. Déjà, c'est un matériau qui est M0, donc qui ne va pas craindre le feu, qui résiste très bien à la chaleur. On a précisé 180 degrés, ça c'est le doc de fiche technique qu'on laisse un peu aux architectes. La réalité, c'est que la plupart des marbriers, quand le matériau utilisé en plan de travail va être souvent protégé par un vernis ou quelque chose, donc 180 degrés, c'est plutôt la température des traitements de surface qui sont faits après, mais le matériau en lui-même ne craint pas du tout la chaleur. C'est un matériau qui n'a pas de résine, donc il peut être utilisé en extérieur sans problème, il résiste bien aux UV. C'est un matériau qui est très résistant à l'abrasion. On atteint des performances techniques équivalentes à un béton haute performance, donc on pourrait potentiellement construire des ponts avec. Aujourd'hui, le coût de recyclage du coquillage est beaucoup trop cher pour qu'on puisse l'envisager, mais c'est un des objets du brevet, c'est qu'on a montré que le coquillage était un minéral qui apportait bien plus de valeur que du sable ou certains gisements minéraux qui sont utilisés aujourd'hui dans la production de béton. Et ensuite, la résistance aux taches, c'est pour le coup le matériau est assez poreux parce que la pierre calcaire, c'est une pierre qui est poreuse. Et donc sur des usages intensifs, les marbriers après utilisent des traitements hydrofuges comme ils le font sur le marbre pour pouvoir utiliser le plan de travail de manière intensive. Pour détailler un petit peu le processus de production, du coup nous on va collecter les coquillages. Les coquillages, on va les laisser plusieurs mois à l'air libre pour qu'il y ait un premier nettoyage naturel qui se fasse, c'est-à-dire que toute la partie organique se désagrège. Ensuite, ces coquillages ils vont être triés dans des lignes de tri pour qu'on puisse, parce qu'ils sont souvent mélangés à d'autres déchets ou rarement tout seuls, donc on va les trier, on va les nettoyer à l'eau.
On va ensuite les broyer, on va les tamiser pour récupérer tout le coquillage, donc aussi bien des paillettes importantes qui apporteront le visuel du matériau, là on va faire toute la partie de création artistique, mais aussi la poudre très fine de broyage qui nous permet de couper les ciments pour avoir un liant qui soit le plus bas carbone possible. Ensuite, on va avoir l'étape de production, où on va couler dans des grands moules nos plaques. Ensuite, ces plaques vont passer dans une phase de cure naturelle, qui est une étape de durcissement qui va durer 30 jours. Donc on n'a pas d'accélérateur de cette cure, donc on ne chauffe pas pour utiliser le moins d'énergie possible. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours systématiquement 30 jours de production qui sont en train d'attendre de pouvoir être utilisés. Et passé ces 30 jours, on va les polir comme on polirait une pierre pour faire ressortir le coquillage et avoir le produit semi-fini qui nous permet du coup d'avoir des différentes tailles de plaques. J'ai pris 2 exemples de plaques qu'on produit aujourd'hui. L'année prochaine, avec le nouvel atelier qu'on est en train de monter, on pourra produire des plaques de 3 mètres par 1,40 m, qui sont beaucoup plus standards dans l'univers de la marbrerie. Et ensuite, ces tranches-là, une fois qu'elles sont produites, soit elles partent chez les marbriers, qui sont du coup des transformateurs, donc que ce soit des marbriers industriels ou des marbreries d'art, qui vont vraiment passer de la matière première à l'objet fini, à tous les projets d'agencement, de plan de travail, de table, de sol, de projets de décoration avec du revêtement mural par exemple. Soit on fabrique, nous à l'atelier, une première transformation pour tout ce qui est plateau de mobilier. Donc on va réaliser des plateaux de table de bistrot, des plateaux de table relativement simples, quand on n'est pas dans de la marbrerie pure, pour permettre de réduire un petit peu le coût de production du matériau et travailler directement avec des fabricants de mobilier. Pour vous montrer quelques exemples du coup de réalisation, enfin je rentrerai un peu plus dans le détail sur les exemples après. Aujourd'hui, les 3 applications principales du matériau, c'est les plateaux de mobilier. C'est ce par quoi on a commencé parce que au début on produisait des petits formats et parce que c'est un secteur qui est beaucoup moins contraignant que le plan de travail par exemple. Maintenant, une grosse partie de l'activité, c'est l'agencement sur mesure, donc les plans de travail, les plans vasques, qui industriellement amènent beaucoup de problématiques, comme on a pu le voir sur les pots pour les histoires d'assemblage, même si on n'est pas sur quelque chose d'aussi technique que la magnifique bureau qu'on a pu voir. Il y a des gros éléments dans l'industrie de la marbrerie, de standardisation, avec des épaisseurs qui doivent être très précises, des suivis de teintes qui doivent être très précis, sur un matériau qui est aussi naturel et qui est un déchet, et où la couleur de la coquille Saint-Jacques de Saint-Brieuc n'est pas exactement la même qu'une coquille Saint-Jacques qui sera pêchée dans le sud de la Bretagne. Donc il y a un très gros travail en amont de suivi des gisements coquillages, des espèces de coquillages qui vont être recyclés aussi, pour qu'on puisse se greffer finalement à ces transformateurs qui sont habitués à travailler avec des industriels. Et puis enfin, il y a le revêtement de sol qu'on fait assez peu aujourd'hui parce qu'on a une toute petite capacité de production, mais qui est un des éléments de développement les plus importants d'Austria. On a d'ailleurs des gros constructeurs qui ont investi dans l'entreprise pour avoir des solutions de sol décarbonés dans les années à venir. Au niveau de ce qu'on fait aujourd'hui, on a restreint. Alors, on a lancé le projet à la Paris Design Week il y a 2 ans, où on présentait énormément de choses qu'on pouvait faire avec les coquillages. Depuis, on a réduit l'offre de manière assez considérable pour s'assurer de pouvoir le sortir de manière régulière et dans les temps. Et on aura plein d'autres développements produits pour le coup qui vont revenir. Mais aujourd'hui, on va recycler 3 coquillages, l'huître, la coquille Saint-Jacques et la moule. Chaque coquillage a une formulation particulière, a des caractéristiques techniques qui lui sont propres, ont des normes aussi qu'on va faire passer pour chaque coquillage, et va être disponible en 4 couleurs. La couleur naturelle, c'est-à-dire sans pigment, qui est vraiment amenée par le coquillage qui va être recyclé, et 3 couleurs qu'on a entre guillemets standardisé pour permettre d'avoir que le client ait quelque chose qui ressemble à l'échantillon qu'il aura vu, une sorte de verre d'eau, un pigment noir et un pigment terre de sienne. On n'utilise que des pigments naturels, donc toutes les couleurs ne sont pas possibles sur le matériau, mais on a plein d'autres couleurs en test et en développement qu'on va pouvoir lancer. Pour vous donner quelques exemples de réalisation, alors on a fait beaucoup de projets, donc j'en ai pris vraiment que quelques-uns, ceux où on a pu déjà récupérer les photos. On a fait par exemple le siège social de Shiseido, où du coup, sur ce genre de projet d'agencement, le matériau est utilisé à peu près sur toutes ces applications, sauf le revêtement. Quoi qu'il y a du revêtement mural, parce qu'il y a des crédences. Mais on a fait des espaces de tisanerie, des présentoirs pour leurs produits cosmétiques, des plateaux de mobilier pour leurs amphithéâtres, des comptoirs pour leur espace de restauration.
Et donc là, c'est vraiment un travail à la fois géré par nous, où tous les plateaux de mobilier relativement simples, on les a transformés à l'atelier, et un travail de marbrerie et d'agenceurs qui vont vraiment faire les plans de construction du bâtiment, acheter la matière, la transformer, la découper, la poser, et tout assembler ensemble. Ça, c'est un autre projet qui est vraiment dans la même dynamique d'une banque. Celui-là, on l'avait entièrement fait chez nous à l'époque, avant de travailler avec les marbriers. C'est, je pense, le projet qui nous a fait se décider que chacun avait son métier et que le métier de producteur de matière, c'était pas un métier de transformateur, parce que cet îlot d'un peu plus de 3 mètres qu'on avait fait en 3 pièces nous avait posé quelques difficultés. Mais on a fini par y arriver. Et comment mais on a réussi à le faire, et ça a été vraiment le premier gros projet de marbrerie qu'on avait fait nous en interne, et ça a été l'élément décisif pour qu'on ne le fasse plus. Ça, c'est un projet chez un cabinet d'architectes, Yemanja, où pareil, sur les agencements, on est parti sur des formats assez challengeants à l'époque. Et pour vous donner quelques exemples de fabricants avec qui on travaille aujourd'hui avec des fabricants comme Ardamez, qui sont des fabricants très connus dans les tables de bistrot notamment, et avec qui du coup on va faire tout un tas de plateaux pour leur collection. Et le dernier projet en date, parce qu'aujourd'hui il y a toute une thématique autour des nouveaux matériaux. Donc on a les cuisines Morel par exemple, qui sont un cuisiniste assez haut de gamme, qui ont sorti une nouvelle gamme de cuisine sur des matériaux en graines de lin recyclées, je crois, et du coup qui nous avaient sollicité pour réaliser tout le plan de travail d'un projet en coquille Saint-Jacques. Et du coup, là, le plan de travail a été réalisé en coquille Saint-Jacques avec un meuble qui est aussi entièrement recyclé et biosourcé en dessous. C'est à peu près tout. Petite photo de l'équipe. Dans l'équipe, on est 17 aujourd'hui, et l'équipe va s'agrandir puisque l'année prochaine, on agrandit l'atelier et on va passer à peu près à 25 personnes. Donc ça va être une nouvelle étape pour le projet. Voilà, je vous remercie à tous, et si vous avez des questions, évidemment. Merci. Merci infiniment de cet univers ostréicole et artistique. Moi, j'avais une petite question. Vous avez parlé très rapidement du gisement. En gros, ça se passe comment depuis le producteur de moules à vendre jusqu'à chez vous? Il y a combien d'étapes? Ou alors ça se passe comment? Alors, au début, on faisait tout nous-mêmes, donc on récupérait vraiment... Lavage d'huîtres une par une? Quasiment. La première image de la présentation où on voit le tas de coquilles Saint-Jacques, c'est vraiment une photo qui était dans notre atelier où on s'était fait livrer 5 tonnes de coquilles Saint-Jacques, et on avait trié toutes les coquilles Saint-Jacques une par une à la main. Donc ça avait été on avait passé quelques soirées. Et tout ça parce qu'il y a un petit ligament dans la coquille Saint-Jacques qui ne peut pas être présent dans le matériau, parce que le fait de ne pas utiliser de résine polymère, ça veut dire aussi que pendant les 30 jours de cure, il faut qu'il n'y ait absolument aucune matière organique dans le coquillage. Aujourd'hui, on met en place des lignes de nettoyage directement chez nos partenaires. Donc tout le travail qu'on a fait, nous, de tri, d'assemblage, en fait, on co-investit avec nos partenaires, parce qu'aujourd'hui, ça leur coûte de l'argent d'enfouir leurs déchets. Et donc l'idée, ça a été de trouver des partenaires à qui on pouvait donner un peu ce savoir-faire qu'on avait développé, en leur disant que si demain ils arrivent à faire le même travail que nous, on leur achètera finalement leurs déchets une fois transformés dans les cahiers des charges qu'il nous faut pour produire le matériau. Et est-ce qu'autour du nettoyage, il y a des expérimentations en cours ou envisageables pour sortir du nettoyage à l'eau? Parce que j'imagine qu'il y a quand même faut beaucoup d'eau. Alors il y a énormément de tests qu'on est en train de faire. Un des tests on a encore pas mal de travail, c'est de replonger les coquillages potentiellement dans les rivières de culture pendant un temps pour que les poissons fassent le travail de nettoyage des résidus organiques, et qu'ensuite on n'ait plus qu'un nettoyage très léger à faire de boue qui pourrait rester dans la coquille. Merci. Y a-t-il des questions? On vous apporte un micro. Bonsoir, merci. Qu'est-ce que ça donne au point de vue poids par rapport aux matériaux classés, les autres matériaux? Alors, par rapport au poids carbone des autres matériaux? Je ne sais pas, par rapport à une plaque de marbre, par rapport à une plaque en béton, par rapport à n'importe quoi. Alors, tout... Est-ce que c'est plus léger, plus lourd
Ah, en termes de poids, pardon, j'avais pensé à poids carbone. En On termes vous entend très mal ici, je dis à chaque fois. En termes de poids carbone, pas de poids carbone, de poids tout court, on est à 44 kg du mètre carré, donc c'est assez similaire à du marbre. Après, il y a différentes densités de marbre. On va être moins lourd que du granit, mais c'est vraiment les mêmes types d'applications et le même poids qu'une pierre assez standard. Oui, bonsoir. En fait, j'ai 2 à 3 questions. Allez-y. Je vais les enchaîner. La première, c'est vous présentez des applications qui sont uniquement sous forme de plan. Est-ce un choix, marketing, ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le choix techniquement pour faire des pièces en volume? Alors c'est un choix industriel, c'est-à-dire que on fait que des plans. On a déjà fait des tests de production de blocs. Oui. C'est ce vers quoi on tend d'ailleurs. Le problème du bloc, c'est que ça amène des outils de manutention absolument conséquents. Donc si on voulait produire aujourd'hui le matériau sous forme de bloc, il faudrait à peu près investir dans une vingtaine de millions d'euros de machines pour ensuite découper ce bloc-là, le travailler, le manutentionner, le livrer. Et c'est des machines qu'on peut acheter uniquement quand on est vraiment sur des projets industriels, et c'est-à-dire c'est des minimums de production qui visent à faire 250 000, 300 000 m² par an de matériaux minimum. Donc la production sous forme de plaques, c'est ce qui nous a permis d'aller chercher des premiers fonds d'investissement pour avoir une étape intermédiaire, c'est-à-dire passer d'un atelier très artisanal à un produit semi-industriel, pour montrer qu'il y a un vrai enjeu de marché sur ces nouveaux matériaux et qu'on est capable de le produire déjà en quantité plus significative que ce qu'on fait aujourd'hui. Et la troisième étape, ce sera un passage sous forme de bloc et qui du coup multipliera encore les possibilités d'application, mais qui nécessite des vrais investissements pour lancer la production. C'est-à-dire, pour faire des briques ou des parpaings, c'est un très gros investissement. Alors non, ce que je parlais de blocs, parce que moi je vois tout de suite les blocs tels qu'on les fait en marbrerie, donc c'est des blocs de 3 mètres sur 2 mètres à peu près. En fait, la difficulté des petits objets 3D, c'est que pour le coup, il faut le polir chaque objet. Et du coup, ça demanderait un très gros travail de polissage à la main, parce que le matériau est quand même dense, donc c'est des outils qui sont la plupart du temps des machines à commande numérique, donc c'est soit polissage à la main, soit commande numérique, et pour la commande numérique, il faut la plupart du temps qu'on soit sur du 2D et du coup sous forme de plan. Ok, je viendrai vous poser 2-3 questions complémentaires après, mais pour pas embêter tout le monde. Mais vous nous embêtez pas. Non, mais c'est sur la question du polissage, parce qu'on peut imaginer des finitions un peu brutes. Enfin, je sais pas, ou peut-être les coquilles ne le permettent pas. Moi, c'est une question qui m'intéresse, c'est justement, j'allais la poser, l'ennoblissement d'un tel matériau, est-ce que c'est envisageable? Quel est son coût? Est-ce que c'est... Donc, n'hésitez pas. Est-ce que c'est parce que les coquilles ont des formes erratiques que vous êtes obligé de faire un polissage, ou parce que ça devient coupant? Alors, on est obligé un choix esthétique. En fait, on est obligé de faire un polissage parce que la manière dont on le produit, on a une très fine laitance sur le matériau qui font que les coquillages seront relativement peu apparents. Donc ça peut plaire parce que ça peut aussi donner un côté un peu béton brut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui plaît le plus, vu que le matériau est encore assez peu démocratisé, c'est avant tout de voir le coquillage. Pour voir le coquillage, on doit le faire ressortir. Après, il peut exister du coup plein d'aspects de polissage. Nous, on l'a fait avec les moyens du bord et la première machine qu'on a achetée. Donc on est sur un polissage, tout ce qui est de plus classique en marbrerie. Mais après, on pourrait brosser le matériau, on pourrait le sabler, on va pouvoir travailler sur tout un tas de textures. Et ça fait partie des machines qu'on va pouvoir acheter dans notre futur atelier pour proposer des rendus très différents en fonction de l'application qui sera visée. Je vous remercie. Deuxième thème des questions, puis après je céderai la parole. C'est la question du liant. Vous avez parlé d'un liant bas carbone avec du laitier de haut fourneau. D'un autre côté, on voit bien que votre liant est de couleur blanche pour permettre justement d'avoir votre solution de base avant de la teinter. Sachant que vous avez parlé de brevets, donc il y a une partie publique, il y a une partie confidentielle à votre savoir-faire. Quel type de liant vous utilisez? Quand vous parliez de liant hydraulique, est-ce que c'est du ciment blanc? Est-ce que c'est des ciments alcalins? Est-ce que c'est un dérivé de chaux ou de chaux aérienne ou chaux hydraulique? Est-ce que vous pouvez donner publiquement quelques précisions là-dessus? Alors, on utilise, en fait, le ciment qu'on va utiliser, nous on utilise des ciments bas carbone, je ne saurais pas vous préciser exactement quelle catégorie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie c'est une industrie qu'on suit nous énormément
dans son évolution. Le liant n'est pas tout à fait blanc. En réalité, il dépend pas mal de la couleur du coquillage parce qu'on réincorpore de la coquille dedans. Donc en fait, le liant de la coquille Saint-Jacques, il est plutôt beige, celui de l'huître est plutôt gris. Et celui de la moule, pour le coup, on n'utilise pas la poudre de moule, on utilise la poudre de coquille Saint-Jacques aussi, plus pour des raisons techniques. Donc aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire exactement quel type de ciment utiliser, même si mon associé qui a fait la formulation saurait bien mieux le dire que moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on participe aussi à des sommets autour du ciment bas carbone, qui est un sujet très important dans la construction en général. Il y a plusieurs entreprises qui se lancent dans des matériaux dits zéro carbone, enfin dans des ciments dits zéro carbone, de terre crue aussi. Et donc nous, on cherche tout ça. Pour l'instant, le poids carbone étant déjà très bas, c'est pas un sujet sur lequel on pousse, parce qu'on a une équipe de R&D avec un directeur de recherche qui vient justement d'une cimenterie à l'époque, et de 2 techniciens de laboratoire. Et là, aujourd'hui, toute la R&D, elle est plutôt concentrée sur le passage d'échelle, parce qu'on sait que le poids carbone du matériau est déjà très faible. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouveaux ciments, et du coup, on a beaucoup d'échantillons qu'on a reçus sur ces nouveaux ciments, qui, pour certains, apportent une couleur aussi très différente. C'est des choses qu'on va tester en R&D dès qu'on aura fait ce premier gap de production, pour continuer de réduire le poids carbone du matériau et potentiellement peut-être arriver à un carbone négatif, puisque la coquille de coquillage aujourd'hui est considérée comme un capteur de CO2, et donc pourrait réduire le poids carbone du matériau en négatif si on arrivait à avoir vraiment très peu d'éléments carbonés dans la formulation. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci pour la question. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Moi, j'en profite, merci parce que vous avez fait une remarque qui, moi, m'intéresse. Nous, dans les cuirs marins, et on en parlait avec David, il se trouve que, par exemple, les cuirs marins, une fois qu'ils sont sortis de l'eau, sont très fragiles s'ils ne sont pas traités justement à l'eau. Ça peut être un peu un réflexe que l'on n'a pas, de se dire un crocodile a vécu toute sa vie ou un saumon a vécu toute sa vie dans l'eau. Pourquoi, une fois qu'on l'a tanné et rendu imputrescible, il n'est pas résistant? Donc nous, il faut qu'on apporte des finitions. Et je crois que c'est le même cas, c'est ce que vous montriez pour vous, votre matière. Alors que c'est un coquillage, on pourrait se dire forcément elle est résistante à l'eau. En fait, vous indiquiez qu'il faut faire attention. Alors, le matériau ne craint pas du tout l'eau lui-même. Donc nous, on pousse plutôt à ce que les personnes ne mettent pas de vernis sur le matériau. En fait, le matériau, il est juste poreux. Ça veut dire qu'il est de la manière dont on le travaille, la densité que va avoir le coquillage, le liquide peut passer un peu au travers. Donc sur tout un tas d'usages, un petit peu qu'en fait, on a une porosité assez similaire à celle du marbre. Donc l'eau ne va pas du tout abîmer le matériau. Il pourrait, d'ailleurs, la phase de cure qu'on fait, c'est une phase qu'on peut faire en eau. Donc on pourrait passer toute la phase de durcissement en mettant nos plaques dans une piscine pendant 30 jours avant de les polir. Donc là où les personnes viennent traiter la porosité, c'est plus sur un usage de plan de travail domestique, ou pour que le plan ne soit pas changé rapidement, venir apporter une protection pour qu'on puisse poser son verre de vin, son café, sans risquer de tacher la matière. Et du coup, j'en profite, pardon. Vous n'avez jamais travaillé sur la notion de piscine? Parce que moi, je me disais, quand je regardais votre matière, je me disais, mais ce serait génial d'imaginer qu'on fasse une piscine en coquillage. Alors pardon, c'est peut-être totalement farfelu. Non, on nous a déjà pas mal sollicité pour des piscines. C'est vraiment étape par étape dans les tests que nous on doit faire avant de mettre le matériau chez quelqu'un dans sa piscine. Déjà sur le revêtement de sol, on a beaucoup de choses à passer en termes de glissance, de durabilité dans le temps, etc. Donc on va y aller vers les piscines, mais il va y avoir quelques étapes de validation en amont. Pour l'histoire des piscines, c'est plus le chlore qui va être dans l'eau qui risque qui va attaquer le ciment ou autre que l'eau en tant que telle, peut-être. Il y a énormément de choses qui peuvent interagir, donc c'est sûr qu'il faut faire des tests quand même assez poussés avant d'y aller. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de normes. Et il y a beaucoup de normes. Une autre question? Oui, un micro pour la porte. Bonjour. Est-ce que vous commercialisez aussi la poudre d'huître broyée très très finement, parce que comme il y a le Gofun au Japon, est-ce que vous commercialisez le... Alors aujourd'hui on ne le commercialise pas du tout.
c'est pas prévu qu'on le fasse pour le moment. Enfin quoi qu'on nous a déjà sollicité pour une exposition artistique pour essayer de nos coquillages, donc on n'est pas fermé à l'idée non plus, mais aujourd'hui sur les quantités qu'on arrive à recycler, on essaye plutôt déjà de faire suivre la capacité de production, et le jour où on arrive à recycler plus de coquillages, ça peut être des choses qu'on pourrait creuser tout à fait. Merci. Oui. Je voudrais... Dans les coquilles, il y a du sel ou pas? Parce que le sel dans les produits, que ce soit le mobilier ou la construction, ça pose problème. Est-ce qu'il faut dessaler les coquilles ou il n'y a pas de sel dans les coquilles? Alors, honnêtement, nous, les coquillages qu'on récupère, il n'y a plus de sel. La maison Tailleron, c'est des coquilles d'huîtres qui sont élevées en rivière, donc pour le coup, l'eau n'est pas salée. Et les coquilles Saint-Jacques, enfin, de toute façon, tous les coquillages, avant d'être consommés, dès qu'ils vont passer par des circuits industriels, ils passent par des bassins de purification. Parce que comme c'est des filtres, ils filtrent l'eau, donc ils peuvent absorber pas mal de déchets marins. Et donc dans tous les cas, quand ils sont passés dans le cycle industriel, ils sont généralement passés par une étape de purification. On les laisse dans de l'eau oxygénée pour qu'ils puissent pendant une semaine évacuer toutes les toxines avant d'être consommées. C'est peut-être pas trop le cas sur les coquilles Saint-Jacques qui sont pêchées, mais dès qu'elles passent par des réseaux de grossistes, pour le coup, elles doivent être aussi probablement filtrées. Une petite dernière pour la route, ou pas? Bon, merci beaucoup, merci, c'était passionnant ce monde marin. Et je vous rappelle, demain, on se retrouve pour les rencontres autour de Richard Peduzzi, pour ceux qui veulent les acharnés du Mouvement national. Il y a demain Richard Peduzzi, ici même. Merci beaucoup et bonne soirée.